J'ai cette image, moi, parfois, qui me vient quand j'essaye d'exprimer à des gens qui ne connaissent pas la ville la difficulté de faire un travail d'historien, ou d'observateur d'ailleurs, hein, ou de journaliste, ou de chercheur à Jérusalem, difficulté de travailler dans cette ville. Je dis, c'est comme si la ville était entièrement recouverte de papier. Et que sur ces papiers, il y avait des slogans électoraux, ou des textes, partout, sur toutes les maisons, Et que le premier travail qu'on a à faire, c'est patiemment, couche par couche, comme après une campagne électorale qui aurait duré un siècle, d'enlever feuille à feuille ces couches de papier pour atteindre une autre réalité, sans jeter évidemment ces couches de papier, les garder bien précieusement et se rappeler qu'elles font partie aussi de l'histoire de la ville, justement parce qu'elles s'interposent entre le passé et nous. Mais voilà, on est quand même, quand on travaille à Jérusalem, face à un objet qui est saturé de discours. Et donc, il faut, ça on le sait, mais il faut en tirer les conclusions. Si cet objet est saturé de discours, eh bien il faut, comme disent les historiens, déconstruire ces discours pour, autant que possible, essayer de s'en libérer. Et notamment donc des discours sur l'espace. Alors, première catégorie toute faite, la quadripartition, hein, ces fameux 4 quartiers de la vieille ville. Pourquoi est-ce qu'il est important de déconstruire cette quadripartition? Parce que si on part du principe qu'à Jérusalem, il y a un quartier arménien, un quartier chrétien, j'ai jamais tout à fait bien compris pourquoi on distinguait toujours le quartier arménien et le quartier chrétien. En fait, je le comprends, je sais très bien que le quartier arménien a des spécificités très fortes par rapport au quartier chrétien. Mais en même temps, c'est quand même bizarre. Quartier juif, quartier musulman, quartier chrétien, arménien. Donc, si on parle de cette vérité et qu'on n'en bouge pas, et que donc, du coup, s'il y a 4 quartiers, c'est qu'à Jérusalem, il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens et des arméniens. On ne peut pas comprendre ni la réalité de 1900, mais pour vous qui vivez à Jérusalem, même pas la réalité d'aujourd'hui, évidemment. Et pourtant, c'est comme ça qu'on se représente la vie d'aujourd'hui. Alors, pour déconstruire cette quadripartition, on peut d'abord étudier les cartes du XVIIIe, du XIXe siècle, se rendre compte que cette quadripartition se construit par l'intermédiaire de la cartographie occidentale, en fait, assez lentement et assez tardivement, hein, aux alentours des années 1850, on a les premières mentions, et puis à la fin du XIXe siècle, on commence à colorier les cartes. Hein, ce qu'on va faire maintenant aujourd'hui de façon très habituelle. Et puis, deuxièmement, vous voyez par exemple là, sur cette carte de 1881, je la relève à chaque fois, parce qu'on voit qu'il y a des écarts hein, par rapport à notamment la description actuelle, et que le quartier dit quartier, je crois, mahométan, sur la légende, quartier mahométan pour le quartier musulman, intègre hein, évidemment l'actuelle esplanade du mur, ancien quartier des Maghrébins. C'est connu, sauf que moi je n'avais pas vu de carte où l'esplanade du mur des Lamentations était partie intégrante du quartier musulman. Ce qui évidemment aujourd'hui peut être un petit peu surprenant. Donc, travailler sur les cartes anciennes, premièrement, et puis deuxièmement, travailler sur les sources locales, sur les sources endogènes, sur les sources administratives, et pas seulement sur les sources extérieures, sur les récits de voyage et sur la littérature. Et notamment, travailler sur les sources fiscales et sur les cadastres. Ces sources fiscales nous apprennent 2 choses. La première, c'est que les toponymes utilisés à l'époque par les fonctionnaires du cadastre ne renvoient pas aux catégories religieuses. Or, on peut penser que les fonctionnaires du cadastre, donc qui parcourent les rues, montent dans les maisons et qui rentrent, qui comptent les pièces, qui font en même temps le recensement, on peut penser qu'ils utilisent les toponymes les plus communément utilisés par les habitants eux-mêmes, le but étant qu'ils s'y retrouvent. Hein. Ces toponymes ne renvoient pas aux catégories professionnelles. C'est une première information. Mais surtout, ces cadastres, en tant qu'ils nous renseignent sur notamment la religion des chefs de famille à la fin de l'époque ottomane, nous renseignent sur la mixité de l'habitat dans cette vieille ville de Jérusalem des années 1900. On a un recensement notamment extrêmement précis, qui date de 1905, qui nous apprend par exemple que dans le quartier Al-Wad, au cœur donc du quartier aujourd'hui dit musulman, il y a plus, j'ai bien dit plus, de chefs de famille juifs, il y en a 388, que de chefs de famille musulmans, 383.
toujours en 1905 dans ce même cadastre, dans le quartier de Bab al-Silsila, donc en plein quartier aujourd'hui dit juif, il y a 700 chefs de famille juifs, mais 548 chefs de famille musulmans. Quasi-parité. Et puis troisième exemple, dans le quartier, donc je suis vraiment là dans les quartiers fiscaux, hein, de Sevilla, situé à l'est de la porte de Damas, en plein cœur du quartier musulman. Il y a 161 chefs de famille musulmans, mais 124 chefs de famille chrétiens. Si on fait la synthèse de tous ces écarts à la norme actuelle, on se rend compte qu'en 1905, 29% des musulmans de la vieille ville vivent à l'intérieur de ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier juif. 29%, c'est pas 5, 7, 10%. Un tiers. 32% des juifs de la vieille ville vivent dans le quartier aujourd'hui dit musulman. Et 24% des familles chrétiennes vivent également dans le quartier musulman. On pourrait prendre d'autres exemples. J'insiste sur un point, sur le fait qu'on est bien là dans des sources cadastrales qui nous renseignent sur la religion du chef de famille habitant tel ou tel lot. Donc on n'est pas dans cette espèce d'imaginaire que j'appellerais un cosmopolitisme des marchés, hein, c'est-à-dire on se croise au marché, mais le soir, on rentre dormir, chacun chez soi. Là, on est bien justement là où les gens dorment, là où les gens vivent. On est bien dans ce voisinage immédiat. Deuxième enseignement de ce, de ce recensement de 1905, si on croise les données que je viens de vous indiquer avec les calculs de densité, on peut le faire très simplement puisqu'on a des cadastres qui sont très précis, qui renvoient vraiment au lieu, hein, à la rue près, et même à l'îlot d'habitation près, et on a X habitants par lot. Donc on se rend compte que ces densités, évidemment, ne sont pas les mêmes partout dans la vieille ville. En gros, on a cette partie-là, hein, le quartier Al-Wad el-Silsila, qui est extrêmement dense, ce qui ne nous étonne pas, hein, on connaît la ville de Jérusalem aujourd'hui. La partie au nord-est, moyennement dense, c'est-à-dire qu'on a un tiers de la superficie et un tiers de la population, donc c'est assez logique. Ici, on a un tiers de la superficie et un peu plus de 50% de la population, une densité forte. Et ici, une densité extrêmement faible, on a un tiers de la superficie et à peu près 15% de la population. Et donc, quand on croise ce que j'ai dit tout à l'heure sur les quartiers les plus mixtes et sur ces calculs de densité, on se rend compte que plus les quartiers connaissent une forte densité, plus ils sont mixtes. Or, évidemment, ces quartiers qui connaissent une forte densité sont souvent les quartiers les plus populaires, soit à Jérusalem, soit à Paris, à Belleville. Donc, on sort aussi de cette image du cosmopolitisme des élites. Hein, qu'on a un petit peu comme ça dans notre imaginaire, de dire oui, effectivement, les aristocraties, les élites, les notables sont polyglottes, parlent beaucoup de langues, se reçoivent les uns chez les autres, mais la populace, elle, est étroitement enfermée dans des barrières communautaires. Ben non, si on croise les calculs de densité et ces questions de mixité, on se rend compte que plus les quartiers sont densément peuplés et populaires, plus également ils sont mixtes. Cette déconstruction de la quadripartition de la vieille ville permet aussi de mettre en valeur d'autres réalités beaucoup plus prégnantes, et c'est notamment, vous le savez, au début du XXe siècle, hein, l'apparition évidemment de la ville de 55 000. Donc on est pratiquement à 50%. Donc vous voyez tous ces faits dans ces 2 dernières décennies du XXe siècle. La ville s'est coupée en deux. C'est-à-dire que d'une ville intramuros avec quelques faubourgs extramuros, on est passé à 2 ordres urbains, hein, sur une population de 50 000 habitants, avec à peu près parité entre la ville à l'intérieur des murailles et la ville à l'extérieur des murailles, ce qui est évidemment très important dans le cadre juridique ottoman en termes de fiscalité, d'accès au corps électoral, on y reviendra. Et ce qui, là, n'a rien à voir avec le fait d'être musulman, juif ou chrétien. C'est le fait par contre d'habiter à l'intérieur des murs ou à l'extérieur des murs, donne des droits, donne certains droits, et on en est d'autres justement en matière de fiscalité et d'accès au corps électoral. Deuxième déconstruction, donc sur le plan spatial, c'est cette idée des lieux saints éternels, hein, d'une topographie sacrée qui serait en place depuis toujours. Pourquoi est-ce que c'est important de se poser la question de ces lieux saints éternels? Mais parce que, et c'est assez vrai,
si les lieux saints sont éternels, on peut penser qu'ils sont là pour l'éternité. Voilà, une espèce d'inertie. S'ils viennent vraiment de si loin, on peut penser qu'ils iront très très loin. Si on découvre qu'ils viennent de moins loin, voire de pas si loin que ça, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans les chapitres 2 et 3 du livre, si on arrive à démontrer que la deuxième moitié du 19e, la première moitié du 20e a été vraiment le grand moment de la fabrique des lieux saints, hein, de cette fabrique patrimoniale qui était aussi une fabrique des lieux saints, c'est-à-dire c'est nos grands-parents. Hein. Et alors on se rend compte que ces lieux saints dont on nous explique qu'ils sont là de toute éternité, en réalité, ont une vie assez courte, et pourquoi pas, pourraient être démontés peut-être de la même manière qu'ils ont été montés. Hein. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas parce qu'il y a une vieille pierre d'époque romaine dans un lieu saint que le lieu saint est d'époque romaine. Il y a des pierres d'époque romaine partout, sous votre salle de bain, il y en a. Que je sache, c'est pas, ça ne posera pas de problème. Enfin, c'est pas Par contre, si vous faites de cette pierre sous votre salle de bain un lieu saint, ça devient autre chose. Ça devient ce qu'on sait aujourd'hui. Donc, pour cette partie-là, je me suis appuyé sur Maurice Halbwachs, qui est, de mon point de vue, véritablement l'inventeur de cette notion très si riche de lieu de mémoire. C'est-à-dire, c'est le premier. On savait qu'Halbwachs avait été le premier à, on va dire, sociologiser le rapport à la mémoire. Hein. C'est son livre de 1925 sur, qui s'appelle Les cadres de la mémoire collective. C'est-à-dire, il est le premier à dire que les phénomènes de mémoire ne sont pas que des phénomènes individuels, c'est de sortir de la problématique du souvenir, hein, d'une approche psychologisante, de sociologiser le souvenir pour en faire de la mémoire. Aujourd'hui, ça nous paraît totalement banal, mais dans les années 1920, c'était vraiment une trouvaille, de dire les souvenirs coagulés entre eux peuvent faire l'objet d'une analyse sociologique et d'une analyse du collectif. Ce qu'on savait moins, par contre, c'est que dans les années 30, il voyage beaucoup, et notamment en 1939, il vient à Jérusalem, et il rentre de Jérusalem avec un texte qu'il aura finalement du mal à finir et qu'il ne va pas finir, qu'il va publier dans des conditions, dans de très mauvaises conditions en 1941, aux presses universitaires de France, quelques mois avant son arrestation, sa déportation et sa mort en déportation. C'est Topographie légendaire des évangiles en Terre Sainte, qui du coup est un livre très difficile d'accès, parce que c'est pas un livre en fait, c'est des notes de voyage qu'il n'a pas eu le temps de mettre en forme, mais en fait, c'est, de mon point de vue, le premier livre qui croise justement cette approche de sociologie de la mémoire et cette question de la topographie, c'est-à-dire cette question des lieux. Ce qui va donner, parce qu'on sait, hein, ce qui va donner, notamment à la fin du XXe siècle, dans les années 1980, ce fameux concept de lieu de mémoire. Les mémoires collectives ont besoin de lieux pour s'ancrer, pour se représenter, pour se préserver, pour se transmettre. Ça me paraît intéressant, je pense que c'est intéressant pour nous qui connaissons Jérusalem, de savoir que Halbwachs a forgé justement cette notion de lieu de mémoire, même si le nom n'existait pas encore, à Jérusalem en 1939. Qu'est-ce qui frappe Halbwachs? C'est justement ce qu'il appelle la plasticité des lieux saints. C'est-à-dire qu'il croit, il pense qu'il va arriver, enfin comme n'importe qui voyage à Jérusalem, il pense qu'il va arriver vers des lieux saints qui sont là de toute éternité, extrêmement solides, et justement parce qu'il a cette approche sociologique et constructiviste, on va dire, ben, il se rend compte qu'en fait, ils sont pas si anciens, qu'ils ont été assignés à telle et telle religion alternativement d'un siècle à l'autre, qu'ils ont été déplacés, c'est-à-dire qu'un lieu se déplace, en tout cas le souvenir qui est lié à un lieu se déplace d'un lieu à un autre, parce que ça fonctionne mieux à cet endroit-là qu'à un autre. Voilà. Cette notion de plasticité. Je me suis appuyé, moi, sur Halbwachs pour raconter une histoire plus connue, hein, mais là, disons, la mettre en perspective, c'est cette fameuse invention de la tombe du jardin, qui est quand même une belle histoire, une très belle histoire d'invention de lieu saint. C'est juste à côté. C'est mitoyen de l'école biblique. En quelques mots, les protestants arrivent à Jérusalem, américains, allemands, anglais, au XIXe siècle, de plus en plus nombreux, ils arrivent au Saint-Sépulcre, et comme vous le savez, il n'y a pas de place pour eux. Il n'y a déjà même plus assez de place pour ceux qui y sont.